Le vent du changement semble souffler lorsque Barack Obama fait une annonce des plus étonnantes le 20 avril 2016. Le visage d'une femme noire sera bientôt imprimé sur les billets de $20. Un murmure s'élève à travers la salle de presse, mais l'information, presque irréelle, passe sous le radar. Aujourd'hui encore, en 2024, le monde semble avoir oublié cette annonce, et les billets sont toujours à l'effigie de l'ancien président Andrew Jackson. Mais alors, pourquoi cette promesse demeure-t-elle inachevée? Et qui est-elle, cette femme, pour qu'un président ait voulu sa silhouette entre les mains de chaque Américain? Pour le découvrir, il va falloir remonter dans les années 1850 aux États-Unis. Une époque où être une femme noire là-bas, c'était être condamnée presque à coup sûr à l'esclavage. Et c'est le destin de notre héroïne du jour. Prise dans les filets d'une société qui ne la considère que comme une simple propriété. Donc laissez-moi vous présenter Araminta dit Minty Ross, née entre les années 1820-25 dans le Maryland. Comme son statut l'oblige, elle commence à travailler dès l'âge de 5 ans et elle est louée comme bonne à tout faire de jour et nourrice de nuit. Mais interdiction pour elle de fermer l'œil. Le cri du bébé doit trouver une réponse immédiate, sous peine du fouet. Les coups s'abattent sans pitié sur sa peau fragile encore d'enfant, laissant des traces qui brûlent et se creusent en cicatrices. Un jour, finalement, elle est déclarée inutile par sa maîtresse et elle est relouée pour les travaux des champs. Sous le soleil accablant du Maryland, le sol est dur, compact sous ses pieds nus. La peau de ses mains s'écorche à chaque poignée d'herbe arrachée. Mais c'est là que son histoire commence véritablement. Un jour, alors qu'elle travaille dans les champs, un esclave tente de s'enfuir. Le contremaître, le souffle rauque et la rage dans les yeux, hurle à Minty de l'aider à le rattraper. Mais, pour la première fois de sa vie, elle refuse. La colère de l'homme éclate comme le tonnerre. Il saisit un poids et le jette sur le fuyard. Mais il rate sa cible. Le projectile la frappe en pleine tête, la faisant chanceler. Le choc est brutal. Le sang coule lentement sur sa tempe. La douleur est fulgurante. Un feu qui lui dévore le crâne. Bien évidemment, jamais soignée, cette blessure lui causera des visions et des maux de tête pour le reste de sa vie. Des éclats de lumière qu'elle interprétera comme des messages divins. Dans une tentative de s'arracher à sa condition, elle se marie à un homme, noir mais libre, nommé John Tubman, et prend alors le nom de sa mère. Et voici comment Araminta Ross devient Harriet Tubman. L'espoir naît en elle, mais se heurte à l'indifférence de son mari. Il n'a que faire de sa situation étant libre. Il ne veut rien risquer et laisse Harriet travailler et être maltraitée dans les plantations. Elle lui exprime plusieurs fois son souhait de fuir, mais il ne veut rien savoir. Il ira même souvent la traiter d'idiote, notamment à cause de son handicap. Mais retournons sur les plantations. Le temps passe et le maître est toujours dur avec ses esclaves. Alors, Harriet se met à prier, chaque jour plus hardiment pour que celui-ci soit plus clément envers eux. Et puis un jour, c'en est trop. Elle prie Dieu. « Oh Seigneur, si tu ne veux pas changer le cœur de cet homme, tue-le Seigneur, et qu'il débarrasse le plancher. » Et, en 49, sa prière est exaucée. Harriet est choquée. Pour elle, sa prière a tué un homme. Elle est pleine de remords, mais d'un autre côté, c'est le moment pour elle. C'est le moment de fuir, avant qu'on la vende à d'autres maîtres, peut-être plus durs. Elle ne sait pas, mais elle ne veut pas courir le risque. Et c'est alors qu'elle commence son long périple par les chemins de fer clandestins. Un réseau de maisons sûres et de routes secrètes, aidant les esclaves à s'échapper vers le nord et le Canada.
Et c'est après cette traversée dangereuse qu'elle se retrouve, presque miraculeusement, en Pennsylvanie. Alors un État libre, tout juste à l'âge de 25 ans. J'avais franchi la ligne, j'étais libre, et j'ai cru être au paradis. Mais il n'y avait personne pour m'accueillir dans la terre de la liberté. J'étais une étrangère dans un pays étranger. Et mon foyer, après tout, était là-bas, dans le Maryland. Parce que mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et mes amis étaient là-bas. Mais j'étais libre. Et ils devaient l'être aussi. J'allais faire du Nord mon foyer et les amener là, avec l'aide de Dieu. Alors en effet, enfin libre elle-même, Harriet aurait pu se contenter de vivre une vie beaucoup plus simple dans le nord du pays. Savourer la fraîcheur de l'air du nord, se laisser bercer par le tumulte de la ville. Mais il en était hors de question pour elle. Elle devait retourner dans le sud, libérer sa famille et le plus d'esclaves possible. Et c'est comme ça que dans les années 50, elle devient passeuse, ou comme on appelle à l'époque, conductrice de train. Alors elle travaille durement dans le nord et dès qu'elle a suffisamment mis d'argent de côté, elle retourne dans son Maryland natal pour aller libérer d'autres esclaves et sa famille. Elle enchaîne donc les voyages. La nuit est son allié. Elle avance, à pas feutrés, évitant les routes. Le souffle du vent murmure à son oreille. Chaque craquement de branche lui fait tendre l'oreille. Le cœur battant, elle guide son groupe avec des chansons. Certaines pour annoncer que la voie est libre, d'autres pour leur dire de faire attention. Les maîtres de l'époque s'agitent, de plus en plus irrités. Chaque jour, un nouveau murmure se répand. Un autre esclave a disparu. Sur les plantations, les silhouettes se raréfient et les regards des maîtres se durcissent. Ils savent désormais qui est derrière ces évasions. Harriet Tubman, la faiseuse de troubles. Le simple fait de penser à elle, une femme noire défiant leur autorité, leur fait bouillir le sang. Leurs poings se serrent, leurs voix grondent comme des tempêtes prêtes à éclater. Les lois ne les aident pas, alors ils décident de prendre les choses en main. Ils se réunissent et rassemblent leur argent pour mettre la tête d'Harriet à prix. 12 000 $ au début pour finalement aller jusqu'à 40 000, soit l'équivalent d'1 million aujourd'hui. Harriet, quant à elle, continue ses voyages, ignorant tout de ce marché sur sa tête. Illettrée, elle ne l'apprend que par hasard. Alors assise, un groupe d'hommes et de femmes parle et l'un d'eux se met à lire à haute voix un avis de recherche. Les mots frappent Harriet comme une gifle. C'est sa description, le montant offert pour sa capture. Elle se lève vite, quitte son banc et comprend que maintenant, elle va devoir redoubler de vigilance. Mais il n'est toujours pas question de s'arrêter. Elle ne tremble pas, la foi la porte. Il y a 2 choses auxquelles j'ai droit. Et ce sont la liberté ou la mort. Il faut que j'aie l'une ou l'autre. Personne ne me prendra vivante. Je vais lutter pour ma liberté. Et quand ce sera l'heure pour moi de partir, le Seigneur les laissera me tuer. À partir de maintenant, elle se dit qu'un déguisement suffira. Elle continue donc à voyager, plus souvent, en silence, toujours de nuit. Le froid amorce sa peau, le sol est glissant sous ses pieds. Et l'obscurité est percée uniquement par la lumière vacillante de la lune. Les arbres bruissent doucement autour d'elle, mais elle avance, sans relâche. Au total, elle entreprendra 19 voyages, dont 11 jusqu'au Canada, glissant dans l'ombre et libérant 70 esclaves, sans jamais en perdre un seul. On la surnomme la Moïse Noire, celle qui ouvre la voie vers la liberté. Dans sa biographie, elle révélera que son ancien mari avait tenté de la trahir et de la ramener après sa fuite, mais rien ni personne ne put jamais briser son élan. Nous sommes maintenant en 1861. L'air est lourd, comme chargé de l'électricité d'une tempête imminente. La guerre de sécession éclate, le Nord contre le Sud, l'Union contre la Confédération. Pour Harriet, la situation devient trop dangereuse pour continuer ses voyages clandestins. Mais vous la connaissez désormais. Rester les bras croisés n'est pas une option. Elle place ses espoirs dans une victoire de l'Union,
un rêve qu'elle caresse depuis tant d'années. L'abolition définitive de l'esclavage. Animée par un besoin impérieux de contribuer à l'effort, elle rejoint un groupe d'abolitionnistes et s'installe sur l'île de Hilton Head en Caroline du Sud. Là où l'air marin, chargé d'humidité et de sel, se mêle à la chaleur étouffante des terres du Sud. Dans les camps de Port-Royal, elle devient rapidement une figure incontournable. L'odeur des remèdes à base de plantes qu'elle prépare flotte autour d'elle, tandis qu'elle soigne les soldats souffrant de dysenterie et les esclaves fugitifs. Les tentes de fortune dégagent une chaleur étouffante, et les cris des malades emplissent l'air. Harriet, avec ses gestes précis et sa détermination inébranlable, réconforte et soigne. Elle applique des cataplasmes aux odeurs piquantes, calme les brûlures et les fièvres et réchauffe les corps tremblants. On raconte même qu'elle a soigné des hommes atteints de la variole, sans jamais contracter la maladie. Ce qui alimente la rumeur, Harriet serait bénie de Dieu. En janvier 1863, la proclamation d'émancipation est signée. Harriet, le cœur gonflé d'espoir, renforce son engagement. Elle forme alors un groupe d'espions, opérant dans les marais et les rivières de Caroline du Sud. Des terrains qui lui rappellent les chemins secrets de son Maryland natal. Et en juin de la même année, elle guide James Montgomery lors d'un raid de la rivière Combahee. À bord de l'USS John Adams, elle navigue à travers les eaux sombres, guidant les bateaux entre les mines confédérées. La nuit est emplie du clapotis de l'eau et du souffle chaud de la vapeur. Sur Terre, les troupes incendient les plantations. Et les sifflets des bateaux appellent les esclaves à fuir. Une foule afflue, submergeant les maîtres armés. Harriet, observant ce torrent d'humanité se précipitant vers la liberté, ressent à cet instant la force et le prix du combat qu'elle mène. À l'aube, les flammes s'éteignent et plus de 700 esclaves sont libérés suite à ce raid. La victoire laisse dans l'air une odeur de cendre, un parfum de liberté. C'est un moment historique, non seulement pour le nombre d'esclaves libérés, mais aussi parce qu'Harriet était la première femme à diriger une opération militaire dans l'armée américaine. « 1865. Les tirs se sont tus. La guerre est finie, et avec elle, l'esclavage est officiellement aboli. Mais dans l'air reste la tension, la sensation d'une bataille inachevée. Les Afro-Américains se heurtent encore à des murs invisibles. Tandis que la ségrégation et la discrimination laissent derrière elle une empreinte amère. Le racisme est une bête qui continue de rôder, sa présence palpable comme une brûlure sur la peau. Et je pense que vous commencez à bien connaître notre chère héroïne, et que je ne vous choquerai pas si je vous disais que pour elle, le combat n'est toujours pas fini. Alors toujours, elle va continuer de lutter pour les droits des Afro-Américains et des femmes, notamment le droit de vote. Avec ses maigres revenus, elle va fonder le Home for Aged and Indigent Colored People en 1908, en restant un soutien pour les personnes âgées pauvres de sa communauté. Là-bas, les vieux planchers grincent sous les pas d'Harriet. Mais dans ces murs règne une paix inattendue, un refuge contre le monde extérieur. Elle soutient aussi 2 écoles pour les affranchis du Sud, en fournissant vêtements et livres. Les jours s'étirent et ses forces déclinent. Elle ressent la fragilité de son corps, chaque mouvement devenant un effort. Finalement, Harriet emménage dans l'hospice qu'elle avait elle-même fondé. Les murs blancs de la chambre, l'odeur de désinfectant, tout lui semble à la fois familier et étranger. Elle reste allongée, les draps rêches tirés jusqu'à son menton, ses yeux fixant le plafond. Son souffle se fait court. Ses paupières se ferment et elle s'éteint. En 1913. Emportée par une pneumonie. Le froid de la maladie l'a vaincue, mais son esprit demeure invincible. Lors de son enterrement, on lui rend les honneurs militaires. Le drapeau claque au vent.
et des larmes silencieuses coulent sur les joues des personnes présentes. La foule se recueille. La terre, meuble sous leurs pieds, semble s'ouvrir pour recevoir cette grande femme. Une plaque, à sa mémoire, est posée sur le tribunal du comté de Cayuga, à Auburn. Et désormais, chaque 10 mars, jour de sa mort, le monde se rappelle d'Harriet Tubman, une héroïne dont le nom continue de résonner à travers le temps, comme un hymne à la liberté. Mais alors, pourquoi cette femme extraordinaire peine-t-elle à voir son visage apparaître sur les billets de 20 $? En 2020, on devait célébrer le centenaire du droit de vote des femmes aux États-Unis, avec ces billets inédits. Mais un nouveau président est arrivé au pouvoir en 2017, et pas n'importe lequel. Donald Trump. On peut presque entendre le silence pesant de sa décision. Remplacer Andrew Jackson par une femme noire sur les billets, l'idée ne l'enchante pas. Le projet est reporté à 2028, officiellement pour des raisons plus urgentes. Cependant, il est fait notoire que Trump est un fervent admirateur de Jackson. Et tout au long de sa campagne, il avait clamé son désaccord sur le fait de le remplacer. L'espoir renaît quand, en 2021, Joe Biden arrive à la présidence et relance le projet du billet à l'effigie d'Harriet. Mais en 2024, le visage féminin est toujours absent sur les billets verts. Et cet espoir disparaît le 5 novembre quand Donald Trump est réélu au pouvoir et ne laisse planer aucun doute sur l'avenir de ce projet. Alors que nous arrivons au terme de cette histoire extraordinaire, je vous invite à réfléchir un instant. La prochaine fois que vous tiendrez un billet entre vos mains, que verrez-vous ? Le visage d'un ancien président ou celui d'une femme qui a défié l'impossible ? Ce débat sur l'effigie d'un billet de banque est bien plus qu'une simple question de design. C'est un miroir de notre société, de nos valeurs et de notre capacité à évoluer. Je terminerai par une citation du révérend Henry Fowler, écrivant à propos d'Harriet en 1868. « J'estime que sa vie est une part de l'histoire de ce pays et que le soin de conserver son souvenir ne doit être laissé à la seule tradition. Une femme, plus grande que Moïse, a enfin brisé toutes les chaînes. » Hello! À chaque fin d'épisode, j'aimerais prendre encore 2 petites minutes de votre temps pour vous donner une recommandation d'une créatrice de contenu française qui fait du contenu qui personnellement résonne beaucoup pour moi et qui mérite d'être plus connu. Et pour cet épisode, j'aimerais vous présenter Aminata, alias Amixus. Alors, c'est une créatrice au regard affûté et au goût sûr en matière de livres. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle parle aussi d'actualité politique, remet en perspective des sujets de société, et à chaque fois, c'est passionnant. Si vous aimez apprendre, découvrir des points de vue que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, ou simplement trouver de nouvelles idées de lecture et de films à voir, foncez vous abonner. Vraiment, c'est une valeur sûre. Donc je vous mets tous ces liens dans la description de cet épisode. D'ailleurs, elle vient tout juste de lancer sa chaîne YouTube et j'ai vraiment hâte de voir les pépites qu'elle veut nous proposer. C'était Camille et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.